fin de l'actualité sur TVS. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à cette principale édition d'information de la mi-journée. Surtout bon appétit à tous ceux qui sont à table ou qui s'apprêtent à y passer. Deux titres dans cette édition d'information: découverte d'un corps sans vie, et nous parlerons également de la célébration de la journée mondiale de la tuberculose. Les détails dans quelques instants. Merci une fois de plus pour votre confiance sans cesse à renouveler. Le corps sans vie d'un adulte a été découvert dans les locaux du ministère de la Santé par les employés du dit ministère. Les circonstances du décès ne sont pas encore connues. L'enquête diligentée par la police judiciaire mettra de la lumière sur ce décès. Les détails avec Ephraim Bioguedzo et Bertrand Koumileka. Triste découverte dans les locaux du ministère de la Santé, un corps sans vie d'un homme, la cinquantaine révolue. Le macabé était couvert d'un drap de fortune dans l'une des pièces du rez-de-chaussée de cet immeuble, une salle qui visiblement devait servir d'entrepôt. L'identité du quinquagénaire n'est toujours pas connue, le malheureux ne portait aucune pièce sur lui. Selon certaines informations, l'homme serait un sans domicile fixe de son vivant, ces derniers erraient dans la rue et son état de santé très peu enviable. Les circonstances de sa mort ne sont toujours pas élucidées jusqu'à l'heure où nous émettons. Une chose est sûre, le quinquagénaire aurait eu un coup de froid après la fois de pluie qui s'est abattue sur Libreville le week-end dernier. Cherchant un abri au chaud, il a tout simplement passé de vie à trépas. Nous sommes désolés, vraiment consternés par le fait que dans l'immeuble où nous sommes en service, nous avons découvert un corps sans vie, recouvert, comme vous l'avez vu. C'est une interpellation au niveau donc des autorités locales du ministère par rapport à la sécurité du bâtiment dans lequel nous sommes. Nous ne pouvons que déplorer cet état de fait et appeler à la vigilance. Il faut reconnaître que dans le bâtiment où nous sommes, la barrière. L'arrivée d'un service de sécurité et d'une véritable clôture au sein de cet immeuble qui regorge à lui seul 3 ministères, la santé, le transport et l'emploi, pourra permettre d'éviter ce genre de problème. Du gardiennage, c'est regrettable. Mais au niveau de l'immeuble à l'U6, il n'y a pas de service de ménage. Avec l'arrivée du ministre du professeur Nzouba, il y avait des policiers qui étaient postés au niveau de l'entrée du nouveau bâtiment, mais au niveau des portails d'entrée, il n'y a pas de sécurité. Pour ne point perturber les emplois de par cette présence macabre, une maison de pompes funèbres a été dépêchée sur le lieu pour le transport du corps. Rien à voir avec ce qui précède. Paralysé depuis plusieurs mois à cause des revendications du personnel du CNU-CUS, le personnel du restaurant de l'Université des sciences de la santé d'Ovendo a reçu le week-end écoulé le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique Séraphin Mundunga qui est allé renforcer les liens d'amitié avec le dit personnel. Il a également promis l'amélioration des conditions de travail et l'augmentation des salaires. Les détails avec Arnaud Babekong et Fleury Asseondo. Accompagné d'une forte délégation composée en partie du personnel de l'éducation nationale, Séraphin Mundunga s'est rendu au Centre national des œuvres universitaires, section de l'Université des sciences de la santé à Ovendo. Cette visite s'inscrit dans un contexte de crise que traverse depuis un temps le Centre national des œuvres universitaires. Placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, Séraphin Mundunga, à travers cette tournée, entend garder le contact avec les restaurateurs des restaurants universitaires par l'amélioration des conditions de travail. L'USS s'inscrit dans le cadre de contacts permanents que nous devrions avoir avec tous les différents agents. Nous avions appris que depuis 2-3 jours, le personnel ne faisait plus à manger aux étudiants de l'Université des sciences de la santé. Nous sommes venus sur place échanger avec eux, savoir les tenants et les aboutissants. Nous découvrons qu'ils revendiquent des primes de rendement, une augmentation des primes de rendement. Nous leur avons expliqué que nous sommes dans un processus désormais où la gestion des différents restaurants universitaires et beaucoup plus tard des internats doit être confiée à la société Sodexo en partenariat avec l'État gabonais. Séraphin Mundunga n'est pas venu bras ballants au Centre national des œuvres universitaires d'Ovendo. L'amélioration des conditions de vie du personnel des restaurants qu'il va mettre en application
passe nécessairement par l'amélioration de la grille salariale. Leurs conditions de travail vont être mieux améliorées, notamment avec des techniciens de surface dont les rémunérations passeraient de 148 000 qu'ils touchent actuellement en solde net, qui passerait à 250 000 francs grâce au contrat que nous avons passé avec Sodexo. Nous leur avons également cité l'exemple du cuisinier dont la rémunération passera à 280 à 300 000 francs CFA par cuisinier. Avec le groupe Sodexo, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur va mettre en œuvre une restauration des étudiants selon les normes internationales. Que nous avons conclu avec Sodexo parce que, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, a dans sa vision de faire du Gabon un pays émergent, voudrait que désormais nous privilégions l'excellence et la qualité. Et cette excellence passe aussi par une meilleure restauration de nos étudiants dans les différentes universités et dans les différentes grandes écoles, ainsi que progressivement le processus de réouverture des internats. Jusqu'à maintenant, les conditions de restauration des étudiants, les conditions de restauration des élèves dans les internats n'étaient pas des conditions aux normes internationales. Avec le groupe Sodexo, nous voudrons que nos étudiants, nos élèves soient restaurés selon les normes internationales, conformément aux hautes instructions que nous avons reçues de M. le Président de la République, chef de l'État. Espérons que ces mesures vont apaiser le climat conflictuel qui a toujours caractérisé le personnel du Centre national des œuvres universitaires. Dans le cadre de ces projets humanitaires, l'Église du Seigneur Jésus-Christ a organisé la caravane médicale 2013 le 23 mars dernier. Plus de 2000 personnes ont bénéficié des consultations gratuites et des dons des médicaments. C'est ce que nous affirme ici Pierre Parfait Mbadikoumbe dans ce reportage. L'Église du Seigneur Jésus-Christ Brotherhood International a organisé le 23 mars 2013 à son siège la caravane médicale au bénéfice des populations de Libreville. Avant le lancement officiel des activités au menu de cette journée, le révérend pasteur de l'Église a, au cours d'une prière, placé cette caravane sous l'autorité de Dieu. Les médecins soignent, mais c'est toi qui guéris. Nous confions notre caravane sous ton autorité divine. Éternel, viens prendre le contrôle. Que le début, la suite et la fin soient sous ton divin contrôle. Vraisemblablement, cette prière a très vite été exaucée par l'Éternel. Les participants ont réagi favorablement à une planification familiale au cours de laquelle tous les sujets ont été abordés sans tabou. Sexualité, contraception, infections sexuellement transmissibles, dont le sida. Un moment de sensibilisation très vite suivi des consultations gratuites et dons de médicaments chapeautés par des pédiatres, dentistes, généralistes et gynécologues sélectionnés par l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Organiser la caravane médicale aujourd'hui dans le cadre de la fête de Pâques, parce que pour nous, chrétiens, on assimile la fête de Pâques à une fête de partage. Donc on a voulu rapprocher les populations à travers notre église, l'église de Seigneur Jésus-Christ Brotherhood International, pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui, nos parents sont en train de souffrir des maux et qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital, qu'ils puissent bénéficier des consultations gratuites, quoi. Et ensuite, on leur donne des premiers soins ici, avec une pharmacie qu'on a ouverte en bas. Délivrer les traitements nécessaires gratuitement est une action de grande générosité envers ces populations venues nombreuses de tous les quartiers de Libreville. Pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, de nos jours, Dieu et médecine vont main dans la main. On sait que Dieu est le principal des médecins. C'est lui qui a donné aux médecins l'intelligence nécessaire pour soigner par son truchement les malades. On se dit qu'il faut qu'il y ait une certaine onction pour éviter de parler du miracle en termes de miracle. Il faut aussi que la médecine s'associe, qu'il y ait une science s'associe aux prières que nous faisons de manière à ce que l'effectivité de la guérison rejoigne le corps et l'esprit. Une journée intense, cette caravane médicale s'est achevée avec le sentiment d'une mission bien menée à son terme. De satisfaction générale, je vous dis. Parce que rien que les enregistrements des patients, nous avons fait près de 2300 patients qui sont venus. Bon, les statistiques vont le dire définitivement d'ici 18 heures. Mais au moment où je suis en train de vous parler, nous avons dépassé les 2000 patients.
Donc vous comprenez que l'engouement a été total et pour nous c'est une satisfaction. Et les statistiques l'ont confirmé. Tous les objectifs fixés auparavant ont été atteints, voire dépassés, grâce au dévouement de toute la famille de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous le 1er avril 2013 pour la grande braderie solidaire et parallèlement la grande tombola. La 20e journée mondiale de lutte contre la tuberculose a eu lieu hier dans le département du Komo-Bonda, plus précisément en Toum. Le thème de cette année, plus de tuberculose de bons vivants. Efraim Biyogezo, Bertrand Koumileka pour les détails. Bien qu'en différé, le Gabon a célébré ce 25 mars la 20e journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, avec pour thème plus de tuberculose de bons vivants. Afin de donner une connotation toute particulière à celle-ci, le ministère de la Santé, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, a trouvé utile de la délocalisation de cette célébration dans le département du Komo-Bonda, dans la commune d'Ontoum. Cette ville qui englobe une poche résistante des bacilles de coque à l'origine de la tuberculose. Cette dernière se transmet par voie aérienne d'une personne malade à une personne saine par émission des gouttelettes de salive contenant des bacilles de coque. Dans la région sanitaire ouest, la note épidémiologique en 2012 sur 622 diagnostics pratiqués, 17 se sont avérés positifs, soit une proportion de 3%. 3 cas seulement sur 100 analysés dans notre région peuvent paraître négligeables comme indicateurs pour éveiller l'intérêt de tous. Mais toutes les maladies ne présentent pas les mêmes contours. Ici, il s'agit de la tuberculose, une pandémie, un adversaire aussi bien impitoyable que pernicieux qu'il faut combattre. Fort heureusement que de nos jours, avec les progrès réalisés, on ne devrait plus mourir de cette maladie si on s'y prend à temps et qu'on suive correctement son traitement jusqu'à son terme. La lutte contre la tuberculose fait partie des 8 objectifs du millénaire pour le développement. D'ici 2015, le Gabon s'est engagé à maîtriser et inverser la tendance actuelle. L'incidence des cas de tuberculose demeure élevée à 450 cas pour 100 000 habitants. En 2011, le taux de détection des nouveaux cas de tuberculose afro-autisme positif était de 64%, alors que la cible des objectifs du millénaire pour le développement était fixée à 70%. Le taux de succès du traitement était quant à lui de 63% pour une cible fixée à 85%. Aussi, l'émergence des cas de tuberculose à bacilles multirésistants et ultra-résistants représente également un défi majeur à relever dans la région africaine. Par cette célébration, une fois de plus, notre pays vient de se distinguer sur la face du monde des nations qui luttent efficacement contre la tuberculose. Pour clore le tout en beauté, un don de matériel de dépistage a été offert au centre médical de Ntoum par le ministère de la Santé. À l'intérieur du pays, nous allons du côté de Port-Gentil où les travaux de construction du marché Grand Village connaissent à ce jour les avancées significatives avec l'érection du grand hangar du côté du 2e arrondissement de la ville. Les détails avec nos confrères de Média Plus. Les travaux de construction du marché du Grand Village entrent dans leur 2e phase avec le démarrage de l'érection du hangar côté 2e arrondissement. Ce qui devrait nécessiter le déplacement des commerçants exerçant sur cette partie du principal marché de la cité. C'est dans le but de conduire cette opération dans de bonnes conditions que l'ensemble des acteurs de la municipalité ont tenu une séance de travail. L'opérateur qui doit construire ce marché-là est déjà prêt. Donc, il a donné des instructions pour que nous puissions, dans les meilleurs délais, faire libérer cet espace pour que les travaux débutent. Donc ce travail doit se faire dans la sérénité, dans le calme et avec une bonne organisation. C'est pourquoi je souhaitais que tous les acteurs, pour que je ne le fasse pas à vase clos, tous les acteurs, tous ceux qui sont concernés par la question, soient là. Pour éviter d'éventuelles plaintes au sujet de certains commerçants qui seraient favorisés au détriment d'autres, des mesures ont été prises. Pour pouvoir nous accompagner, pour qu'elles soient les yeux et les oreilles des commerçants, deux dames que les commerçants ont eu à désigner entre elles. Donc ces dernières iront rendre compte directement au maire
Donc il faudrait que ça se passe par la transparence. Quant au site retenu où les commerçants seront installés provisoirement, il s'agit de l'esplanade située derrière le hangar en construction. Des aménagements y sont effectués avant l'opération d'attribution des places qui se fera dans quelques jours. De retour à Libreville, nous parlons à présent de la religion où les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré le week-end écoulé la fête des rameaux. À cette occasion, de nombreuses églises à Libreville ont commémoré au sein des paroisses des messes basées sur la liturgie des rameaux. Nos reporters ont sillonné quelques églises de la capitale. José Santiago-Ndjembe et Fleury Asserondo nous en disent un peu plus. La communauté chrétienne catholique a célébré le 24 mars 2013 la fête des rameaux, une fête qui marque l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, applaudie et accueillie par une foule immense avec des branches des rameaux et porté comme un roi. Selon les Écritures, Jésus va à Jérusalem pour accomplir sa mission de prophète auprès des hommes. C'est aussi à Jérusalem que débutera l'histoire de la passion du Christ, qui est la mort et la résurrection. Le cœur de l'homme serait donc la nouvelle Jérusalem, dont la démarche spirituelle de la fête des rameaux pour l'Église est faite pour proclamer la gloire et la victoire de Dieu sur le mal. Ainsi, la fête des rameaux donne un sens à la vie du Christ, reconnu comme chef et fils de Dieu par le peuple qui l'accueille. En entendant la fête de Pâques, les familles sont appelées à vivre l'amour et le partage. L'Assemblée générale élective de Ouchou, initialement prévue pour le dimanche 24 mars dernier, a connu quelques dysfonctionnements dus à l'absence du président sortant et le quorum qui n'était pas atteint. Résultat, l'Assemblée générale n'a plus eu lieu. Les détails sur les images de Fleury Asserondo. La Fédération gabonaise de Ouchou a emboîté le pas aux autres fédérations sportives relatives à l'organisation de l'Assemblée générale élective. À cet effet, les pratiquants, les délégués des ligues de Ouchou ainsi que le représentant du ministère de tutelle étaient réunis en assemblée générale élective. Sur 27 délégués attendus, 11 ont répondu présents et 16 ont opté pour la politique de la chaise vide, y compris le président sortant. Cette assemblée générale avait pour objectif valider les bilans moraux et financiers des différentes équipes de gestion. Maintenant, sur les 27 prévus pour que ça puisse être fait, où on a dû suspendre l'AG à une date ultérieure et en référer à nos chefs hiérarchiques. Voilà. L'Assemblée générale est le cadre propice pour évaluer les activités de l'équipe dirigeante. Cette Assemblée générale est quelque peu obligatoire. Nous devons la faire parce que c'est elle seule qui doit valider au moins le candidat sortant. Il y a eu un exercice, du moins deux exercices qui devaient normalement être passés devant les différentes AG pour valider et donner quitus. Mais comme le président sortant n'est pas arrivé. Le quorum n'étant pas atteint, l'Assemblée générale élective n'a pas pu se tenir, une situation qui n'est pas sans conséquences. On va certainement avoir la mise en demeure de notre fédération. Elle va être sous la tutelle du comité olympique parce qu'il y avait une période qui était prévue pour organiser les élections de toutes les fédérations. Alors si le mois de mars finit, c'est que la fédération de Ouchou va passer sous la tutelle d'une gestion faite par le comité olympique gabonais. C'est un mal nécessaire, on va l'accepter parce qu'il faille d'abord qu'on essaie de ranger un peu notre fédération qui a souffert ces derniers temps de plusieurs maux. Donc c'est mal nécessaire, s'il faille qu'on passe par là, ben, on accepte. Hein. Si l'élection n'est pas organisée dans les tout prochains jours, la Fédération gabonaise de Ouchou risquerait de perdre son indépendance. Au sorti de cette assemblée générale avortée, le secrétaire général de la Ligue de Ouchou de l'Est hier s'exprime au micro d'Ephraim Biogezo. On est dimanche aujourd'hui déjà, je tiens à commencer à dire que Dieu ne dort pas. Ce n'est pas par hasard qu'effectivement, il n'y a pas pu avoir la tenue de cette assemblée générale. Vous savez, le Ouchou n'appartient pas à une personne ou à une famille. Le Ouchou, c'est l'affaire de tout le monde. Depuis que le Ouchou est en fédération, cela veut dire que le Ouchou est la propriété du gouvernement. Et le gouvernement avait dit au professeur Luc Benza, depuis des années, qu'il ne peut pas être président et vivre à l'étranger, vivre en Chine. Il fallait donc qu'il y ait des élections où on va voter quelqu'un qui réside sur le territoire national.
professeur Luc Benza est arrivé il y a 2 ans. Il est venu destituer la personne qui était là comme vice-président. Il est revenu l'année dernière. Il a encore destitué la personne qu'il avait replacée pour mettre une dame. Bref, nous, on a essayé de batailler dur pour faire en sorte que le Wushu que nous aimons au Gabon soit valorisé. Comment vous vous rendez compte que le Wushu est en fédération depuis 2006? C'est vrai que d'aucuns veulent dire que depuis 2008-2009 que les affaires ont commencé. Qu'à ça ne tienne. Vous avez assisté à combien de compétitions? L'année dernière, il y a eu une compétition à Mouila qui a été faite grâce aux efforts de la Ligue de l'Estuaire. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de formation. Nous, on met surtout un accent sur la formation. Les formations ne se font pas. Comme je vous l'ai dit tantôt, le Wushu n'est pas l'affaire de tout le monde. L'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, il y a eu des élections il y a 2 ou 3 semaines. Il y a un candidat qui a été validé, qui les a gagnés. Les gens ont fait un recours pour dire que ce candidat n'avait pas eu le quitus des ligues. Mais ce candidat avait été destitué de son poste. Donc, ce n'était pas à lui, effectivement, d'avoir le quitus. La personne qui doit avoir le quitus, nous connaissons le texte, je suis un administratif. C'est le président ou la présidente sortante qui devait avoir le quitus, donc faire une assemblée générale. Et aujourd'hui, on demande à ce président qui a gagné et qui revient aux élections de venir présenter un bilan qu'il a déjà présenté il y a 2 ans devant le professeur. Il n'est plus en activité. Pourquoi est-ce qu'il viendra présenter un bilan qu'il a déjà présenté? Donc, comme j'ai dit, Dieu ne dort pas. Aujourd'hui, cela a été reporté. Et vivement que le bureau de la fédération soit remis aux mains du comité olympique. Cela fera en sorte qu'il y ait un assainissement de ce Wushu au Gabon. Est-ce que vous pensez de l'absence des gens qui ne sont pas venus faisant partie des directeurs? Je dis qu'ils ont de très très bonnes raisons. Vous avez remarqué tout à l'heure que lors de l'appel de mon nom, je n'ai pas levé le doigt parce que je ne suis pas venu ici en tant que secrétaire général de la Ligue de l'Estuaire. Je suis venu ici en tant qu'observateur. Et on ne nous a pas expliqué au départ comment allait se dérouler cette assemblée. Déjà, on a notifié qu'on n'a pas reçu de correspondance. Quand même, c'est une administration. On sait que nous devons, même s'ils font passer notre journal officiel, nous devons avoir des correspondances. Pourquoi les gens de l'intérieur ne sont pas là, les ligues de l'intérieur? Parce qu'il n'y a pas eu de correspondance. Donc, et comme je dis, Dieu ne dort pas, c'est une bonne chose, parce que cela permettra effectivement de remettre la gestion de la fédération au comité olympique qui, je l'espère, fera un bon travail. Et cela permettra à ceux aujourd'hui qui ne comprennent pas encore, tous ces enfants-là, qui viennent prendre le Wushu, qui ne comprennent pas que le combat que nous sommes en train de faire, c'est pour que le Wushu du Gabon progresse et marche très bien. Le Wushu n'appartient pas à une personne. Êtes-vous pour ou contre la dot? C'est la question qui vous a été posée par Andomba Bekoum dans le cadre de votre rubrique Expression libre. Écoutons à présent les avis des uns et des autres. Je suis pour la dot. Pourquoi? Parce que déjà c'est un moyen sacrificiel et honorifique des 2 familles. Et je pense qu'en termes d'union, lorsqu'une femme ici intègre le côté de son mari, logiquement la dot ici représente un peu ce moyen, comment je veux dire, pesant, qui ramène à donner de l'ampleur même à l'acte qui a été posé, c'est-à-dire le mariage. Parce que la dot est un élément symbolique. La dot est l'échange. Ça veut dire que ce que nous allons donner va remplacer la personne que nous allons prendre pour amener notre foyer sain. C'est comme c'est un échange en général, c'est un échange symbolique. Ça veut dire que ça compte partie pour remplacer la personne qui quitte son domicile pour aller s'installer dans un domicile autre, étranger. Et c'est pour cela que la dot, c'est un geste symbolique. Mais à cela, maintenant la dot devient comme un produit de marchandise où on vend maintenant la fille à un prix vraiment faramineux. Mais dans le contexte traditionnel, la dot était un geste symbolique. Bon, mais je suis pour d'une part et contre de l'autre. Je suis pour parce que la dot est un mariage spirituel, c'est l'accord des grands-parents. Nul ne peut se marier aujourd'hui sans l'accord des parents. Donc il faut que là, cela se matérialise justement avec l'accord des parents. Et on a à ce fait 2 dots. On a la dot de la nuit, celle qui concerne les parents génitaux, et la dot en pleine journée, la population. Donc contre, dans ce sens où la dot devient juste un marchandage. Là où on échange la femme contre les produits de première nécessité et les moyens colossaux. Je ne connais pas trop comment ça se passe, donc pour ou contre, je ne peux rien dire. La dot, je crois que de nos jours, elle a perdu son sens parce que, en
fait du commercial maintenant. On vend nos filles et nos mères, on ne considère plus le symbole même de la dot. Donc franchement, si ça tenait qu'à moi, on devait abolir tout ça. C'est sur cette note que prend fin cette édition d'information. Prochain rendez-vous de l'actualité, 19h30 sur TVS. Merci de nous avoir suivis.